Bonjour tout le monde, on va pouvoir commencer. Premièrement, merci d'être tous et toutes là en grand nombre. Le webinaire qu'on organise aujourd'hui là, est organisé dans le cadre de la 25e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Si vous voulez en savoir plus sur la semaine, il reste encore un peu de temps. On a encore un événement qu'on organise ce soir dont on va vous parler un peu à la fin. Puis vous pouvez aussi consulter notre site web sqrd.org, puis nous suivre sur les réseaux sociaux si vous voulez en savoir plus sur tout ce qu'on fait. Pour ce qui est du déroulement du webinaire, je vais vous présenter vite fait notre vidangeur sociologue Simon Paré-Poupard. On va ensuite avoir une courte vidéo que Simon va utiliser comme tremplin pour le reste de la discussion. Puis on va terminer avec une période de questions. Si vous avez des questions durant la présentation, Simon vous en parler un peu, mais vous pouvez les écrire dans le chat, puis ça va pouvoir alimenter l'échange. Sans plus tarder, Simon, tu es touche-à-tout par excellence, en ce sens que tu as porté de nombreuses casquettes. Tu as été gestionnaire et intervenant social, notamment à la Croix-Rouge canadienne. Tu as aussi été militant politique, coordonnateur du regroupement des organismes environnementaux en énergie et candidat pour le Parti vert du Canada. Tu es fondateur d'une petite entreprise de récupération de métaux, journaliste indépendant, recherchiste et dernièrement écrivain. Tu as notamment écrit Ordure, Journal d'un vidangeur, qui est basé sur ton travail comme vidangeur à Montréal depuis 20 ans. Le livre a d'ailleurs été très bien reçu et a gagné le prix des librairies du Québec. Tu as aussi travaillé comme correcteur, réviseur et recherchiste pour un ouvrage majeur en politique avec Alain Deneau, donc le livre De quoi Total est-elle la somme? Ton parcours a été possible grâce à des études en littérature française, en journalisme, en sociologie et en psychologie. Tu es d'ailleurs titulaire d'un baccalauréat en sociologie et en psychologie, puis finalement, tu as complété tes études avec une maîtrise en administration internationale. Simon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant qu'on y aille avec la vidéo, est-ce que tu aurais peut-être, est-ce que tu souhaites saluer les gens qui sont avec nous, puis peut-être nous mettre un peu en contexte la vidéo pour nous expliquer pourquoi on regarde ça avant d'embarquer dans le vif du sujet? Oui, mais d'abord, Jérémy, merci pour ce beau portrait, tout à fait juste, j'apprécie. Et puis, bonjour à tous et à toutes. Je me considère très chanceux d'être parmi vous et d'avoir la chance d'aborder le contenu qu'on va aborder parce que c'est plutôt rare et atypique là, qu'on va parler de freeganisme. Puis d'ailleurs, c'est ça l'entrée en matière, c'est la vidéo. La vidéo que j'amène avec moi dans beaucoup de conférences, en fait, parce que ça représente qui je suis aussi comme vidangeur. Parce que là, vous me voyez comme conférencier, mais une partie de mon identité, c'est surtout d'être vidangeur. Et surtout qu'on ne collecte pas de la même façon partout au Québec. Alors, la vidéo est vraiment sous l'angle de la surconsommation et à quoi ressemble le travail d'un vidangeur. Puis ça va être effectivement le tremplin pour discuter de ce qu'on peut tirer comme analyse et critique du fait d'être vidangeur au Québec. Ce sera la suite après la vidéo. Je passe ça dans un petit instant. Je mentionne juste s'il y a des problèmes techniques au niveau de la diffusion de la vidéo, s'il vous plaît, nous les indiquer dans le chat. Merci. On devrait tous, au moins une fois dans notre vie, ramasser les poubelles dans notre ville, comme les vidangeurs, pour changer notre rapport aux déchets, à la quantité de déchets qu'on produit à chaque jour. Puis, pour moi, c'est aujourd'hui que ça se passe. Bienvenue dans le Yes! OK, je suis avec Steve. Simon, vous avez accepté de m'accueillir aujourd'hui pour que je puisse vivre une immersion avec vous. Simon, tu as publié un livre récemment, Ordure, Journal d'un vidangeur. C'est un super bon livre, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Toi, tu penses justement que tout le monde devrait vivre ça au moins une fois dans sa vie. Pourquoi? pour être sensibilisé. Tu vas le voir, là, tu vas constater tout ce qu'on jette, tout ce qu'on gaspille en fait. On va peut-être aller aussi au centre de transbordement où on amène les déchets. On voit qu'on a comme des déchets infinis, on est devant une masse de déchets. Fait que ça, on va... Des fois, on le voit pas, en tant que citoyen, on fait juste mettre notre poubelle puis on n'y pense pas trop, on se responsabilise pas, mais là, ici, c'est comme une piqûre, on a une piqûre de rappel sur tout ce qu'on jette, là. Fait que je crois que c'est un bel acte de sensibilisation. Ils nous voient pas, c'est comme si on n'existait pas, ça va aux poubelles, ils sont pas...
ils connaissent pas le danger du travail. Ça fait que pour eux, c'est comme normal. Ils disposent ça au bord du chemin, puis après ça, ben, ça se ramasse. Puis C'est parti. Mais ça. Wow, ça lève plus lourd. Il va falloir que j'apprenne ma technique un peu. T'as pas mal au corps, t'es pas blessé dans le dos, t'es blessé de partout, c'est sûr. Moi, mes amis ont d'autres problèmes de sédentaire. Moi, j'ai des problèmes de gens trop actifs. Ben c'est sûr que tu dois avoir un pas pire cardio en tout cas. Ouf! Un petit peu de jus de poubelle en passant. Il y a des clous là-dessus, là. Ouais, mais ça c'est normal. Mais tu le prends quand même. Tu le pognes vite, là. Tu peux te blesser. Oh mon Dieu, c'est une toilette, ça. Ah, c'est juste du recyclage. Ben voyons donc, mais c'est que du recyclage. Il a mis ça dans son bac à poubelle. C'est des poubelles. C'est l'inverse. ah, j'ai plus de place dans mon bac. Là, tu peux pas commencer à trier ça pour C'est lui, ça. là, mais C'est tout dans le bac à ordures, c'est tout des affaires. c'est du recyclage. Il y a tout ce bois-là à ramasser. Ça devrait aller où, normalement, du bois de même? Éco-centre. Éco-centre. Ou une collègue de CRD. Mais toi, tu peux te faire chicaner de laisser des affaires. Tu dis ça n'a pas de bon sens, je ne ramasse pas, mais tu peux te faire taper ses doigts par la ville, là. C'est sur le plateau Mont-Royal, il y avait une indication. Quelqu'un qui dit qu'il faut que la ville soit clean. Parce qu'il y a des touristes qui viennent le samedi dimanche, fait qu'il y a un ordre de quelqu'un qu'on travaille, de ce que c'est. Ça devrait pas se ramasser dans les poubelles. Il y a le frion, c'est polluant, les autres vont pas le ramasser. Matériaux de construction, des barres avec des clous. Tout ça, éco-centre, normalement. Ça, c'est du recyclage. Des beaux spots, là. Et Ouais. en plus, ils sont probablement fonctionnels. Ouais. Si tu avais un bel éco-centre, tu donnes ça, puis c'est super cool. Ouais. Mais là, hop, Ça, c'est ce qu'il y a de plus dangereux Eh! pour se couper. Aïe, aïe, c'est de la ça. céramique, ça? Ouais. Fait que c'est ça, sois vigilant. Regarde. C'est juste du compost. Ah, j'en doute pas. Ah, t'as pas le choix. j'en doute Regarde, pas. regarde, c'est que les gens, ils achètent un bac, mais ils mettent pas les roues à votre place. Fait qu'à chaque Ouais. semaine, nous autres, on reprend tout ça. C'est pas plus cheap que ça. Mais ça, c'est du gazon, des feuilles. Normalement, il y a une collecte pour ça. Il y a mis ça dans la poubelle. En le mettant dans cette collecte-là, on n'a pas le choix de le faire. Je comprends. Il y a une dame qui est venue jeter ça dans sa poubelle pendant qu'on ramassait les vidanges. Puis Steve, il a dit ça va être parfait pour ma poule. Fait qu'il l'a récupéré avec des clémentines aussi. C'est le fun quand t'es fou de même. Bonjour, ça va bien? Hey, viens voir ton bac ici. Quand il est rendu comme ça, pour nous, il est rendu dangereux parce qu'il débarque. Puis là, tu vois, moi, des fois, juste en plaçant le bac, je Ouais. l'ouvre comme ça, puis je peux regarder rapidement. Parce que les gens, ils te demandent tout le temps, les vidanges sont dans un sac, tu sais, plus ou moins, regarde, je suis capable de voir ça, je suis capable de voir ça. Fait que, tu sais, il faut que j'aille vite, mais je peux voir tout ça. Peut-être s'il y a quelque chose qui m'intéresserait, OK? je pourrais facilement ouvrir comme ça. OK. Ça, c'est recyclable. Comme quoi? Qu'est-ce qui pourrait t'intéresser? Bonne question, c'est peut-être des cartes. Tu sais, comme récemment, quelqu'un m'a demandé des cartes Magic, c'est des cartes de gamer. OK. Fait que j'avais T'en voulu as faire vu? ça, j'ai vu un cartable, OK. j'ai ramassé, il y avait des cartes Magic. OK. Fait que tu sais, tu le vois, tu sais, ça d'ailleurs, c'est un. On parle de cartes, mais ça, je pense que c'est un étui pour une carte précieuse. Oui. Fait que, tu sais, tu vois, fait que ça, tu sais, tu peux pas faire ça tout le temps. Mais tu as toujours un œil rapide Un d'un œil, coup toujours. qu'il y a quelque chose qui attire ton Toujours, attention. toujours. OK. Regarde, ça c'est compostable, ça c'est recyclable. Tu sais, ça là, c'est à l'infini. Que Steve va être preneur? Non, merci. Non, il y en a trop. J'en ai trop d'exemplaires. Les jeans, tu mets ça là, pas le choix. Ouais, on les jette. Mais des fois, je me vêtis pour le Noël d'après. C'est pas rare qu'on. J'ai jamais payé de linge depuis 20 ans. T'es On sérieux? paye OK. Ça aussi. Tu as des pièces d'ordinateur, câble électrique qui doit fonctionner avec un chargeur. Ça, c'est notre or à nous autres. Ouais. C'était bien Ça, ça a caché une quand valeur. même. Là. Toi, tu peux aller vendre ça? Ouais. C'est impressionnant à voir, vraiment. Là. J'adore ça. Je m'attendais à avoir plus mal au cœur. Finalement, ça se l'air bien, mais c'est des machines. Un mot respect, là, c'est vraiment, on n'a pas conscience de l'importance de votre travail, puis comment vous le faites. Vous deux particulièrement, je vois que vous avez une conscience aussi de ce que vous faites. C'est pas juste machinalement. Tu regardes ce qu'il y a sur le bord de la route, il y a des affaires que tu veux pas ramasser parce que ça n'a pas d'affaires là. D'autres fois, tu n'as pas le choix. Quel message tu auras envie d'envoyer aux gens? Là? Tu me dis des fois, tu aimerais ça les croiser pour leur expliquer. Là, ils t'écoutent. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Ben, passe à ton prochain, puis oublie pas que tout peut être réutilisable. Donne une deuxième vie à ce que tu jettes. Fais attention à ce que tu jettes. Tu sais, c'est juste d'être conscient. Prends plus le temps, ce qu'on fait plus maintenant. Tu sais,
C'est ça, d'après moi. C'est prenez le temps de mettre les matières aux bonnes places, prenez le temps de penser au prochain, prenez le temps d'aller à la paroisse, aller porter vos trucs là, qui n'ont pas de sens à acheter. Toi, tu as décidé d'en faire un livre. C'était quoi le message principal que tu voulais passer? Bien, c'est ça. C'est pas moralisateur, mais prendre la responsabilité. Tu sais, Steve, c'est ça qu'il est en train de dire, dans le fond. Là, il faut se renseigner sur comment bien disposer. Puis ça, on le fait pas. C'est comme si on choisit la facilité. Puis effectivement, on a des vies assez accaparées, chargées, on n'a pas le temps d'eux. Mais pourquoi, justement? Si on le voit, en tout cas, on réalise que ça vaut la peine de prendre le temps. Parce que c'est pas magique, là, on les voit, là, on voit tout ce qui déborde, tout ce qui ne devrait pas être dans les déchets, tout ce qu'on paye en taxation, au final, là, parce que ça ne devrait pas être là. Il faudrait qu'on pense à notre prochain. Il faudrait qu'on fasse attention à cette planète-là, qu'on pollue sans cesse, tu sais. Puis, tu sais, c'est des affaires, des fois, auxquelles on pense pas. C'est pas toujours de la mauvaise foi. Il y a des affaires, je me dis, hey, moi, j'ai jamais pensé à ça. Par exemple, dans quel sens mettre le bac? Ou si, par exemple, tu as des morceaux de bois, des matériaux de construction que tu veux mettre sur le bord de la route, bien, peut-être de sortir puis d'attendre le vidangeur, si tu peux, pour l'aider à le mettre dans le truck. Ou donner un tip, par exemple, ce genre de petites attentions-là qui fait une différence puis qui démontre une considération pour le travail que vous faites aussi, là. On est pris dans notre système où on est pris des entreprises privées qui, comme tu dis, dans le fond, sont un peu sur la rentabilité, il faut que ça disparaisse. Mais si on les voyait comme des partenaires, puis les villes travaillaient avec les différentes entreprises pour dire, OK, cherchez-vous des employés qui sont prêts à faire cette sensibilisation-là, on aurait peut-être un vecteur de changement. Tu sais, on aurait une possibilité qui s'ouvrirait, là. En tout cas, moi, je pense qu'on devrait aussi offrir la possibilité aux gens de l'essayer. C'est pas tentant à première vue. Quand je t'ai appelé au début, je voulais venir comme observatrice. Tu m'as proposé de vivre l'expérience au complet. Je suis vraiment contente d'avoir accepté. Puis je le conseille à tout le monde. Oui. J'ai triché, puisque j'ai écouté cette vidéo-là des centaines de fois, ou pas loin. J'ai répondu à quelques questions dans le chat, là, ce que je ne pourrais pas malheureusement continuer à faire parce que sinon ma concentration va être trop mélangée. Mais il y a des excellentes questions. J'espère pouvoir y répondre. Ce qu'on a proposé, en fait, c'est Romane va être modératrice des questions et s'il y a des questions qui se prêtent vraiment très bien dans le discours, dans le webinaire, on va intégrer les questions pour que j'y réponde en situation, là, si ça touche directement le sujet. Autrement, bien sûr, là, il va y avoir un moment à la fin où on va pouvoir jaser. Là. J'ai vu des questions qui étaient très concrètes. Là. C'est quelque chose, effectivement, que je vais répondre avec grand plaisir. Il y avait bien sûr un titre sur le webinaire, là, puis celui en fait en lisant mes notes que j'aimerais aussi vous proposer comme étant un sous-titre, c'est le Freegan, l'angle mort de la GMR, point d'interrogation. C'est comme ça que j'ai conçu dans le fond mes notes pour la présentation d'aujourd'hui. La présentation est inspirée de quelques livres que je vous fais part rapidement. Je vous l'ai dit, puis bien sûr, on pourra vous donner les références si ça vous intéresse. Je me suis beaucoup basé sur le livre Homo Detritus de Baptiste Mont-Saint-Jean, Philosophie du déchet, Claire Larocque, et du mémoire Cacher ce déchet que je ne saurais voir, la mise en place d'un service municipal de collecte et d'élimination des matières résiduelles à Montréal de Claudel Richard de l'UQAM. Et pour ce qui me concerne à moi, j'ai repris un peu les idées que j'avais développées dans une lettre ouverte dans Le Devoir, qui venait d'un article de Ababar et d'un article dans l'Itinéraire, volume 32, numéro 10. Et puis, ce qui m'a vraiment surpris dans ces références-là, c'est qu'autant Homo Detritus, là, il y a tout dans ces livres-là, vraiment, et bien plus que ce que je vais développer aujourd'hui. Avant même d'avoir lu Homo Detritus, avant d'avoir lu Claire Larocque, Claire Larocque, bien sûr, a fait paraître son livre l'année dernière, c'est comme si j'avais sur le terrain découvert ou j'avais une forte résonance entre les découvertes que j'ai faites et les sujets qu'eux ont couverts, les thématiques qu'ils ou elles ont couverts dans leur livre. Puis c'est bien sûr des gens qui ont un doctorat dans les déchets, dans ce qu'on va appeler les discard studies. Puis Claire Larocque l'exprime bien, les discard studies, c'est un champ des sciences sociales méconnu, mais estimé. Même ici au Québec, on a une chercheuse, Blandine Chamou, de l'UQAM qui a ce rapport-là avec ses pairs, c'est-à-dire c'est comme un champ duquel les autorités municipales ne s'intéressent pas trop, entre autres, je crois, parce que cette réflexion-là participe d'un pas de côté, c'est-à-dire
de concevoir, de gérer les déchets différemment. Parce que présentement, on conçoit la gestion des déchets beaucoup dans l'idée d'un système qui est celui de la GMR, puis de s'intéresser aux discard studies. C'est ce que je vais essayer de faire dans cette présentation-là, c'est d'essayer de concevoir la gestion des déchets un peu autrement. La vidéo, ben, c'est une façon de présenter Steve. Steve, c'est quelqu'un qui n'a même pas terminé son secondaire 5, quelqu'un de classe populaire, une personne qui a vécu, un enfant de la DPJ, beaucoup de traumatisme dans sa jeunesse. Et puis, moi, ce qui m'impressionne, c'est que Steve, à 40 ans, ressemble au gars que vous avez vu. Lui, en fait, il a développé une éthique personnelle, puis pour avoir côtoyé plusieurs universitaires, que beaucoup d'universitaires auraient à envier. Parce que Steve, vraiment, lui, ce qui l'a transformé, c'est le contact aux déchets. Je me souviens, il avait commencé sa carrière à Ville-Saint-Laurent. Puis à Ville-Saint-Laurent, il y a un quartier industriel, puis il y avait un commerçant qui jetait des patins à glace. Puis avant de les jeter, Steve avait vu, il donnait des coups de couteau dedans pour les scraper. Puis Steve il avait dit, qu'est-ce que tu fais? Ça l'avait vraiment surpris, ça l'avait interpellé. Puis il avait dit, ben, ça se vend plus. Puis Steve, lui, par rapport à son histoire de vie, Steve vient de milieu populaire. Il avait vécu dans la pauvreté, il n'avait pas eu beaucoup de biens, il n'avait pas eu la chance d'en avoir beaucoup. Ça l'a heurté profondément. Puis ça l'a fait de lui un freegan. Un freegan, en fait, c'est un concept. La paternité vient récente, bien sûr, là, vient de Warren Hawks. C'est un batteur du groupe punk Against Me aux États-Unis. Mais le chercheur Mont-Saint-Jean, dont je vous ai parlé, lui, il l'a vraiment développé en concept. Il a essayé de le ramener dans un contexte socio-historique. Mais qui, en gros, si j'avais à en faire une synthèse vulgaire, c'est de vivre des rebuts de la société de consommation. C'est ça que Steve fait. C'est ce qui vous explique quand il dit « j'ai rien acheté depuis les 20 dernières années ». C'est ce qui m'a vraiment fait plaisir lorsque j'ai amené ce concept-là dans l'espace public. Puis bien sûr, comme je vous dis, ça ne vient pas de moi, c'est de lectures que j'avais faites. C'est qu'il y a énormément de gens finalement qui disent c'est moi ça aussi, je fais du freeganisme. Le freeganisme, on peut penser à un écocentre comme Saint-Jérôme peut en faire, une friperie, une ressourcerie, des vendeurs au marché aux puces, ceux qui vendent qui vendent des choses dans les ventes de garage, les gens qui vont sur Marketplace, les réseaux de dons. Il y a plein de façons, en fait, d'être freegan, c'est-à-dire de ne pas concevoir le déchet tel qu'on nous demande de le concevoir. C'est d'abord et avant tout un geste qui participe d'une éthique individuelle, personnelle, qui est ancrée dans une action. Une action qui va être parfois en réponse à une forme de dissonance cognitive, c'est-à-dire la dissonance cognitive, c'est quelque chose qu'on n'est pas à l'aise de faire. Par exemple, qu'on n'est pas à l'aise de voir tous nos déchets. Mais on se dit, OK, moi, je prends action. C'est quoi prendre action? Mais c'est peut-être ça. C'est d'essayer de reprendre quelques objets de cette société-là de surconsommation pour être à l'aise avec ce qu'on fait, même si par ailleurs, on n'a pas l'impression que ça va changer complètement le système. Parce qu'on veut d'abord et avant tout être bien pour nous. Puis, moi, Steve, il y a une citation là, qui m'avait dite, il m'a dit, ça vient nous heurter les déchets émotivement. Parce que quand tu sais que toi, tu n'as rien, de voir des gens jeter sans considération, quand tu vis dans la pauvreté, tu jettes moins naturellement. C'est pour ça que lui, ça l'avait heurté. Puis effectivement, j'ai parlé au directeur général d'arrondissement du Plateau, M. Boudka, qui avait sorti des données de la ville de Montréal. Puis en général, ceux qui jettent le plus, contrairement à l'idée qu'on peut s'en faire, c'est les personnes qui ont le plus fort revenu. Par capita, plus tu fais d'argent, plus tu vas jeter. C'est simplement que, puis ça a été un commentaire que j'ai vu dans le chat, c'est avec la densité de population, tu as l'impression effectivement que c'est pas vrai. Parce que lorsque tu as un multilogement, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de déchets, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens dans ce multilogement-là. Puis les quartiers comme, c'est ça, celui dans la vidéo, j'ai dit que c'était à Dollars des Ormeaux, avec la grosseur des terrains, si tu as 10 000 pieds carrés de terrain pour 3 personnes, bien, effectivement, le déchet semble moins rapproché de toi, moins près, et donc peut-être un peu moins en importance. Fait que c'est pour ça que j'essayais de rétablir l'idée que la production des déchets, quand même, est beaucoup caractérisée par le revenu. Puis même, en fait, M. Boudka du Plateau me disait que là où on recycle le plus, c'est là où on gagne le plus d'argent. Parce qu'on est en mesure d'acheter davantage. Fait que c'est très lié à la consommation. Pour l'instant, ça va.
Oui, Jérémy me fait signe que oui, c'est parfait. Bon, comment on en est venu à avoir des free guns? Là, je vais faire un détour historique. Euh, Au départ, il y avait en France ce qu'on appelle, avant bien sûr, vraiment avant que les vidangeurs n'existent ou même les ferrailleurs, il y avait des chiffonniers. Au Québec, il y en a beaucoup, puis il y a une photo que je partage parfois dans un PowerPoint. Au Québec, on avait des guenilloux ou des quêteux. Puis pour certains qui connaissent, le quêteux en région, on mettait souvent un banc où le quêteux allait chercher le soir les objets qu'on ne savait pas trop quoi faire. Puis le guenillou, lui, en ville, avant que les vidangeurs n'existent, se promenait avec une charrette, bien sûr le soir. Même qu'on m'a témoigné que les gens chantaient une chanson, comme un peu le bonhomme 7 heures, pour faire peur aux enfants de la venue du guenillou, qui était quelqu'un, c'est ça, de nuit, plutôt sale, crasseux, qui fonctionnait dans l'ombre. Et puis, les guenillots, en fait, c'est une partie de notre histoire de la collecte des déchets. Et puis, c'est des gens, bien sûr, qui étaient en dehors du système, la GMR, parce que la GMR n'existait pas. Elle n'existait pas parce que les matières, avant que l'économie circulaire ne devienne un concept, étaient réintroduites plus facilement dans les cycles. Alors, les guenillots et les quêteux savaient davantage peut-être que nous. Bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y avait pas des pratiques douteuses par moment, mais savaient parfois naturellement, parce que le déchet, dans le fond, était ce qui était en trop de l'objet, ce qu'on réussissait à réintroduire plus facilement dans les cycles parce que les objets étaient moins compliqués, moins complexifiés. Euh, en ce sens-là, dans le fond, les guenillots participaient beaucoup de l'économie du deuxième ère. Le deuxième ère étant réemployé, réutilisé, récupéré, réparé. C'était ce qui se faisait quand même assez bien et assez naturellement. Mais le déchet est devenu un problème, est devenu un enjeu de gestion technique lorsque, justement, avec la densité de population, le déchet s'est trop rapidement rapproché des gens. Et les gens avaient l'impression qu'il y avait des enjeux de salubrité à Montréal, entre autres, qui faisait qu'on devait mettre en place un système plus conséquent et organisé. Euh, Ceci étant, quand même, une petite parenthèse que je ferais, c'est que le chiffonnier, historiquement, puis je pense que cette histoire a une répercussion jusqu'à aujourd'hui, le chiffonnier s'est toujours battu contre les contenants. Le chiffonnier étant, bien sûr, je le répète, celui de Paris. Il se battait historiquement contre quelqu'un qu'on avait appelé le préfet poubelle, l'ancêtre de la poubelle du contenant, parce que les chiffonniers, comme les quêteux et les guenilloux du Québec, ont toujours voulu avoir accès à la matière. C'est la raison pour laquelle Poubelle, qui n'aimait pas voir ces gens-là fouiller dans les déchets, a voulu mettre un contenant à la poubelle. Puis aujourd'hui, dans un continuum, ben, on est passé de voir les déchets à l'insalubrité consubstantielle au fait de les voir et d'être prêts, mais à l'enfermement des déchets jusqu'au bac et éventuellement au Moloch, qu'on voit de plus en plus, dans une continuité comme ça qui fait que le déchet ne cesse de disparaître de notre vue, à contrario de ce que les chiffonniers, guenilloux et quêteux voudraient vraiment. Ces gens-là qui étaient dans le fond les premiers récupérateurs se sont toujours battus contre les contenants. Et puis des gens comme moi et Steve, en fait, les ferrailleurs, les vidangeurs, on se bat aussi contre les contenants. Parce que le bac participe de ce qu'on appelle une logique hygiéniste, c'est-à-dire on veut que le déchet, on ne le voit pas et qu'il soit bien rangé, ordonné, classé et à la limite un peu loin de nous. Mais ça fait quand même qu'on perd accès à énormément de matière, de vision, de visibilité sur la matière. Et puis, moi je dis aux gens, c'est pas pour rien que le bac est noir. Parce que s'il était transparent, on pourrait voir minimalement au moins ce qu'il y a dedans. Mais il est noir parce que justement, on a créé ce processus-là d'invisibilisation, de distanciation d'avec le déchet. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça, en fait? C'est que, puis là, c'est Claire Larocque qui le détaille, qui le commande, c'est que la gestion des déchets comme système, la GMR, les personnes qui la mettent en œuvre, cette GMR-là, c'est souvent des gens diplômés, des gens qui ont été à l'école et ont acquis un certain savoir technique sur le déchet. Mais les gens qui, de tout temps, historiquement, mondialement, ceux qui s'occupent réellement des déchets, c'est-à-dire qui ont les mains dedans, ce sont les classes populaires. Puis, M. Mont-Saint-Jean, ce qu'il dit, c'est que dans la relation que ces gens-là ont avec le déchet, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'être près de lui, de le traiter, d'avoir les mains dedans. Mais cette relation-là avec le déchet ne crée pas une distance qui a mené à l'apparition, entre autres, des bacs, comme j'expliquais. Pour moi, le bac, c'est quand même
la disparition organisée dans un système, là. Il n'y a pas plus... il n'y a pas mieux organisé, surtout avec la robotisation, c'est-à-dire le robot, là, c'est le camion à chargement latéral qui va prendre le bac. Là. Il n'y a pas meilleure façon de tout faire disparaître comme choix d'organisation de la gestion des matières résiduelles. Et c'est quand même le choix qu'on a fait. Puis c'est peut-être un choix qu'on a fait parce que les classes dirigeantes, là, les classes bourgeoises qui mettent en place ces politiques-là, bien c'est eux qui ont un inconfort naturel, puis ça c'est Claire Larocque qui le dit, d'avec le déchet. Puis Non, c'est est-ce que là... je suis Oui, désolé, c'est juste parce que je trouve que c'est à propos. Il y a plusieurs commentaires dans le chat qui parlent de oui la vas-y, honte Jérémy. de Oui, générer un désolé. déchet, puis je trouve que c'était à propos avec tu sais, ce que tu disais là, par rapport à la J'étais question de la parti. T'as bien fait. distanciation. Mais non, 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 c'était super intéressant. C'était juste parce que je trouvais que ça permettait bien d'approfondir ce que tu disais. Est-ce que tu pourrais commenter là-dessus sur la honte du fait de générer un déchet, ce sentiment-là qui est associé? Oui. Euh, Là-dessus, dans mon livre, j'ai parlé de Georges Bataille. Georges Bataille a mis en scène ce qu'il appelle la part maudite. La part maudite, c'est pour Georges Bataille, c'est dans un processus, dans une action, c'est ce qu'on perd en avançant. OK? Comme concept. Fait que lorsque tu fais du sport, tu cours, tu perds de la sueur, tu perds quelque chose de toi qui est un déchet qui peut être conceptualisé comme un déchet, c'est-à-dire quelque chose qui sort, qui est déchu de ta personne. Georges Bataille, lui, sur la société de consommation, ce qu'il dit, c'est qu'on va tellement vite qu'on perd des trucs dans la progression, dans la croissance de notre société économique. Puis les déchets, c'est quoi? La part maudite, c'est les déchets. Les déchets qu'on perd. Hein. Puis la part maudite, c'est dit maudit parce que c'est inconscient. C'est ce que Georges Bataille nous explique, c'est que c'est inconscient. Puis les entreprises, je pense, elles l'ont bien comprise que c'est inconscient parce qu'elles ont mis en place ce qu'on appelle le waste management. Bien sûr, waste management, c'est une des plus grandes entreprises de gestion des déchets qui a des branches jusqu'en Arabie Saoudite. C'est une américaine. Mais waste management, c'est surtout un concept. Le concept, c'est l'inconscience collective de jeter, c'est simple et facile. On va jeter simplement, facilement, à beaucoup. C'est ça que le waste management des années 70, lorsqu'on a commencé au Québec à déléguer de plus en plus notre gestion de matières résiduelles d'abord vers les petits entrepreneurs et éventuellement vers les multinationales. Les multinationales, c'est ce qu'ils ont offert à la population parce que je crois qu'elles ont bien senti cet inconfort-là des gens envers leurs déchets. Elles ont offert la meilleure des réponses. Puis le bac participe de cette logique-là, mais c'est pas que le bac, c'est vraiment l'idée que tu mets quelque chose dans un contenant, sur le bord du chemin, qui va être parfois une emprise, une servitude, c'est-à-dire quelque chose qui ne sait pas exactement, il est acquis une fois que tu le mets là, dans l'espace public, puis tu n'as pas vraiment à t'en soucier, à la limite même pas du contenant, même pas de la façon que tu le places, puis ça s'est transformé dans ce que moi j'appelle le droit de jeter. Le droit de jeter, normalement dans la démocratie, un droit, là, c'est censé être borné par les responsabilités, les droits d'autrui, mais au Québec, le Waste Management a créé un droit de jeter inattaquable, inaliénable, c'est-à-dire dès qu'on va le toucher, mettre une entrave, puis on l'a vu à Hochelaga Maisonneuve, Pierre Lessablais a essayé de mettre l'espacement des collectes, puis le déchet étant un peu l'extension de soi-même, parce que ça part de notre ménage ou de notre personne, puis ça s'en va. Si on touche à la gestion des déchets courante, c'est comme si on disait à la personne, change tes habitudes. C'est la raison pour laquelle, en plus j'ai parlé à Pierre Lessard cette semaine, que ça a pu lui coûter, sans qu'il le sache, ses élections. Ça dit à quel point c'est un enjeu sensible qui est ancré dans un passé historique socialement construit. Parce que, puis lorsque je fais un PowerPoint, je montre une série d'images. Je parlais des guenilloux. Au début du siècle, au Québec, on ramassait dans des tombereaux. Des tombereaux, c'est des charrettes fermées. Mais encore une fois, c'est pas fermé pour rien. On est dans la même logique du bac, on voulait pas voir le déchet. Mais moi, j'ai travaillé sur un semi-remorque. Semi-remorque, c'est un 18 roues, c'est 22 tonnes de déchets. Une charrette, c'est 400, 500 livres, peut-être 800, je ne sais pas. Fait qu'en 100 ans, c'est ça notre rapport aux déchets. Fait que le waste management est venu en réponse au fait qu'il y a un accroissement massif de biens de consommation, plus ou moins durables, mais surtout des biens de consommation qui nous dépassent. C'est-à-dire que dans leur complexité, de leur provenance, dans l'accessibilité des biens pour pouvoir les réparer. C'est comme si on avait perdu le contrôle de nos objets, mais puisqu'il faut continuer à acheter les objets pour différentes raisons, marketing, obsolescence, mais ces objets-là deviennent contraignants parce qu'on voudrait en acheter d'autres. Alors, le waste management, c'est aussi la réponse au fait que si on jette facilement, on peut continuer à consommer allègrement. J'ai fait comme 6 parenthèses peut-être, Jérémy, mais je t'ai vu acquiescer, fait que j'ai l'impression que c'est quand même clair. Euh, Oui, non, ça vient, puis je pense que ça répondait bien aussi, là, je pense, à l'émotion que les gens nommaient.
OK. Euh, je viens juste d'avoir une question, je vais juste la valider pour voir si... OK. Ça, il y a une question peut-être plus adaptée pour la fin, mais je te laisse quand même voir si ça nous amène complètement ailleurs, mais je te laisse voir si tu veux y OK. aller avec ça, si tu veux continuer sur ta lancée vraiment Oui, plus oui. freeganiste. Il y a quelqu'un qui nous demande, très pratico-pratique, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour faciliter le travail de collecte des déchets? OK. Bien, oui, je vais continuer la présentation, puis ça va peut-être répondre en partie. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Là, je dis ça, ça fait un peu cynique, désabusant, mais je vais essayer de le remettre dans un contexte plus large. Le waste management, à certains moments, il s'est développé, on le sait, un inconfort réel, même au sein des gens qui font la GMR, c'est-à-dire une inconscience, pas une inconscience, pardon, un inconfort réel sur notre consommation et la façon qu'on gérait nos déchets. Et là, on a donc créé la figure de l'éco-citoyen. L'éco-citoyen, en fait, c'est que le déchet dans nos sociétés par la GMR va être ce que le système, l'industrie ou les gouvernements vont dire qu'est un déchet et quoi en faire. L'éco-citoyen va être donc celui qui va remplir son bac de recyclage, c'est ce qu'on va lui dire de bien faire, ou remplir son bac brun, mais n'être rien de plus que ça. C'est-à-dire, on est prisonnier de la définition du déchet que le système en a donné. Là, je sais que ce que je peux dire a l'air très cynique, puis j'ai peut-être des gens dans la GMR, j'ai quelques personnes en tête qui me viennent, dans le sens que j'essaie d'avoir une analyse très critique, dans l'idée aussi qu'on est dépendant de ce système-là. C'est-à-dire, moi, comme vidangeur, effectivement, si je ramasse pas pendant 3 semaines les déchets, c'est le bordel au Québec, je vous le garantis. Puis, c'est-à-dire, on est effectivement dépendant de ce système-là, mais dépendant dans les deux sens, dans le sens qu'on en a besoin, mais aussi que c'est difficile d'en sortir. Puis c'est la raison pour laquelle moi j'ai parlé des freegan. Puis ça, Mont-Saint-Jean en parle. C'est-à-dire, le freegan, dans sa posture, nous offre un pas de côté. C'est-à-dire, lui, il n'attend pas, comme les chiffonniers de l'époque, qu'un système lui dise qu'est-ce qu'un déchet pour savoir quoi en faire et quoi en faire réellement. C'est-à-dire, pas nécessairement le mettre à quelque part, mais même essayer de se l'approprier, d'en faire quelque chose de différent. Euh, Puis là-dessus, j'ai nommé des exemples. L'éco-centre, il y a plein de gens qui ont en eux euh, cette volonté-là de ne pas faire que du recyclage pour faire du recyclage parce que c'est peut-être pas assez. Puis, c'est comme si, dans le fond, la seule chose dans la hiérarchie des R, la seule chose que l'industrie sait faire, puis c'est normal parce que l'industrie en général, c'est quand même une industrie qui participe d'une croissance, là, qui veut mettre de l'avant des systèmes qui nécessitent beaucoup de capitaux, bien, ça va être le recyclage. C'est le troisième des R. Et le premier et le deuxième, premier, on peut dire refuser ou réduire. Le deuxième, comme je disais, employer, réutiliser, réparer. Euh, c'est des R qui participent d'une décroissance de la gestion des matières résiduelles comme système. Puis, après ça, ça dépend ce qu'on veut. Je crois qu'on est toujours dépendant du système de la GMR, le recyclage, le compostage, mais en parallèle, rien n'empêche de développer des beaux projets qui nous donnent envie d'autre chose. Parce qu'en fait, ce qu'on réalise avec la GMR, puis là-dessus, Claire Larocque a un beau concept qui s'appelle le grand débordement. Le grand débordement, c'est malgré dans les 20 dernières années, l'accroissement des technologies de l'industrie du recyclage, malgré justement ce qu'on essaie de faire au Québec, la modernisation de la collecte, qui n'est pas une mauvaise chose, le plastique a quand même doublé dans les 20 dernières années. Doublé mondialement. Et malgré que le recyclage est implanté et qu'il n'a jamais été aussi fort et puissant. C'est dire, puis ça c'est une question plutôt philosophique, est-ce qu'un système technique peut régler les problèmes d'un système technique ou est-ce que c'est ce système technique-là qui, dans son ensemble, crée des problèmes qu'il ne réussira jamais à résoudre? Puis, le gros défi, c'est que présentement, de ce que j'en sais, puis il y en a qui pourront peut-être commenter davantage que moi, mais moi, j'ai toujours l'impression que le gouvernement suit l'industrie, le système technique, parce que c'est ce qui est le plus évident et facile à faire, et sous-finance le deuxième des R, qui lui participerait d'une décroissance, c'est un gros mot, là, mais potentiellement d'une déconsommation. Ou en tout cas, une façon de consommer qui est peut-être plus locale, parce que ça nous permettrait de se réapproprier les ressources qui sont sur notre sol. C'est pour ça, dans le fond, j'ai fait ce long détour-là, Jérémy, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire? On peut évidemment remplir notre bac de recyclage. C'est pas mauvais parce que c'est quand même mieux de mettre des matières recyclables dans un bac à recyclage parce qu'ils n'iront pas, potentiellement, en tout cas, ils n'iront pas dans un lieu d'enfouissement technique, une dompe.
Mais c'est quand même très peu, dans le sens que la modernisation de la collecte, une des critiques qu'on va avoir, puis là, encore une fois, c'est Mont-Saint-Jean qui en parle, on appelle ça l'effet rebond, le paradoxe de Jevons, c'est-à-dire d'avoir l'impression que le bac à recyclage fonctionne, ne nous amène pas une dimension critique sur notre consommation, mais au contraire, nous encourage à consommer autant parce qu'on se dit, de toute façon, ça va être recyclé. C'est quelque chose qu'on voit dans l'accroissement des technologies. Moi, je pense à lorsqu'il y a eu, il a commencé à avoir eu du visioconférence, là, on avait l'impression qu'avec les visioconférences, l'aviation mangerait un coup. Il y aurait moins de gens qui voleraient. Mais non, au contraire, à cause de la visioconférence, ça a créé du lien et les gens voyagent plus. C'est ça un effet rebond. Les technologies ont de la difficulté, même lorsqu'elles deviennent performantes, puis là, ça c'est un ingénieur, Philippe Biwix, qui en parle souvent, les technologies ont de la difficulté à contrôler les conséquences positives, malheureuses qu'elles vont générer. Puis c'est en ce sens-là que j'ai l'impression, puis c'est Mont-Saint-Jean qui le dit, c'est que les gens qui ont les mains dans la marde depuis longtemps avaient une solution très locale, très naturelle dans leur relation aux déchets. Puis c'est quelque chose qui s'est vraiment perdu. Puis, à preuve, moi, en 20 ans comme vidangeur, on m'a jamais posé une question comme on le fait présentement, là. Jamais, jamais on s'est intéressé, puis c'est pas une critique avec rancune ou rancœur que je fais, là. Mais je crois qu'on pourrait ça on pourrait, c'est parce que c'est une logique de classe sociale. C'est qu'on a de la difficulté à penser qu'une partie des gens qui sont éloignés de nous détiennent une partie du savoir de la réalité. Gramsci, Antonio Gramsci, philosophe, dit que les intellectuels ont une partie de la connaissance et puis les ouvriers ont une partie du sentir. Le sentir, effectivement, ça ne fait pas partie de ce qu'on appelle en modélisation des data, des données, mais drôlement, il y a quelque chose qui se perd quand même. Puis c'est pour ça que Gramsci, j'aime bien son terme de sentir. Il y a quelque chose que sur le terrain se perd. Moi, je pense à, tu mets en place l'espacement des collègues dans un quartier, là, puis je parle pas nécessairement de Schlaga, mais ça s'est fait à Annecy, là. On ramassait 2 fois le multilogement, on l'a fait une fois. Ben, il y a des places qui vont peinturer des bacs de compost en noir. Puis, si tu es fonctionnaire, avant de voir les chiffres, éventuellement, qui ne bougent pas beaucoup, qui bougent par endroit, par secteur, ben, ça aurait été facile d'en aller sur le terrain, de questionner un vidangeur ou de t'intéresser directement. Moi, en maîtrise en gestion, c'est ce qu'on disait. Avant d'implémenter, de mettre en pratique une politique, un règlement, il faut d'abord aller sur le terrain et confronter son idée du réel avec le réel. Puis j'ai l'impression qu'avec le déchet, parce qu'il y a une dynamique de classe sociale, mais il y a aussi une dynamique, puis ça c'est Claire Larocque qui en parle en philosophie du déchet, il y a une dynamique aussi de répulsion d'envers le déchet. C'est que de tout temps, les gens qui se sont occupés de ce qu'on appelle la prophylaxie, la gestion de la salubrité des espaces dans une ville, c'est des gens qui sont contaminés par leur objet. Les croque-morts, entre autres, ceux qui s'occupaient des corps, maintenant c'est les thanatologues, mais les gens qui s'occupaient des égouts, les égoutiers, les éboueurs, les vidangeurs aujourd'hui, les ferrailleurs, ce sont tous des gens qu'on a l'impression que si on s'approche d'eux, on va être contaminé par le désordre duquel ils prennent charge, plutôt que de les reconnaître comme partie intégrante de la gestion des matières résiduelles, même s'ils sont un peu en dehors. La politique municipale que j'ai vue, pas une politique, c'est un communiqué que j'ai vu qui était vraiment en phase avec ce que je dis, c'est Sainte-Marthe-sur-le-Lac demandait à ses citoyens de sortir des bacs noirs tout ce qui était métaux. Mais elle ne disait pas pourquoi. Donc, elle supposait qu'il y avait des ferrailleurs, parce que les ferrailleurs, c'est un drôle de monde. Effectivement, ils ne sont pas tous déclarés, ils ne sont pas intégrés dans la GMR. Mais la ville considérait qu'effectivement, ça disparaissait. C'était sûrement au bon endroit ou à un meilleur endroit que le bac noir. Mais n'était pas en mesure, dans le fond, de rentrer en communication avec les ferrailleurs, d'organiser correctement la collecte avec eux, parce que c'était comme si c'était 2 systèmes, 2 façons de voir le déchet différentes, qui, en parallèle, travaillaient pour les mêmes objectifs, mais qui ne voulaient pas dialoguer. Moi, c'est un exemple que j'ai, mais je pense qu'on pourrait en avoir bien d'autres. Est-ce que je pourrais te relancer d'ailleurs, Simon, là-dessus, mettons plus à l'échelle individuelle, est-ce que, tu sais, cette posture-là éco-citoyenne versus freegan, tu sais, qui est plus associée dans un cas au waste management ou à des systèmes de Mhm. récupération qui sont plus, le mot m'échappe, là, mais moins officiels, est-ce Ouais. que pour le citoyen, devenir freegan ou adopter une posture de freegan, ça revient à rejeter la posture d'éco-citoyen ou c'est quelque chose qui se fait par-dessus, Ouais. c'est aller plus loin? Comment tu vois ça? Oui, mais ça peut être en opposition, dans le sens que pour quelqu'un qui fait la promotion du recyclage, bien, c'est quand même mieux de mettre un sac de plastique dans le recyclage plutôt que de le réutiliser. Tu sais, les communications
devrait vraiment être sur la réduction, la réutilisation. Puis là, bien sûr, je ne vais pas entrer dans les questions de nanoplastique, microplastique, là. Effectivement, il y a des enjeux, mais reste qu'il y aurait beaucoup d'informations à avoir sur comment bien déconsommer, mais bien déconsommer, c'est-à-dire le faire intelligemment pour que ça ne nuise pas à notre santé publique, puis de faire comprendre aux gens, je crois, que la GMR, c'est un système qui coûte cher. C'est-à-dire, au bout de la ligne, là, ça se maquille dans nos taxes, mais on va voir en fait des changements. Moi, je pense à Rivière-du-Loup, ils ont vu leur taxe de gestion de matières résiduelles augmenter de 70%. Puis, j'ai l'élu, ce qu'il dit, c'est Radio-Canada qui a fait le reportage. À ce moment-là, les élus municipaux ont dit qu'à partir d'un certain seuil, ils vont ouvrir le contrat, à partir d'un certain seuil tonnage collecté, pour pouvoir se réapproprier une partie du contrat. Comme quoi, si ça coûte cher, on n'a pas le choix de repenser le système. Le waste management, c'est tout l'inverse, hein, c'est ça. On ramasse les déchets à bas coût. Et puis, je sais là, que tout le monde va dire, oui, mais ça coûte déjà trop cher. Mais ça ne coûte pas assez cher pour faire une transition, peut-être, encore. C'est ce que moi, j'essaie de dire. Mais effectivement, le moment de transition peut coûter cher. C'est la raison pour laquelle moi, j'aime mieux dire que, comme tu le disais, là, en parallèle, si on est en mesure d'ouvrir des champs des possibles, des pas de côté, ça nous permet quand même d'essayer des alternatives au système de la GMR, de voir comment qu'elle fonctionne. Mais pour ça, effectivement, il faut quand même moindrement qu'elle soit subventionnée, en partie du moins, parce qu'on le voit là, dans La richesse des ordures, le documentaire de ce soir, là, une des entreprises qui est présentée, qui est des valoristes, ont fermé depuis, là. Moi, tous les valoristes que j'ai connus ont fini par fermer, sauf Reciborg, qui réussit, lui, à sortir sans subvention des coûts, mais c'est parce l'usager va toujours être en compétition contre le neuf. Puis le neuf, présentement, tant qu'il est drivé par Amazon, Temu et Shein, on est quand même dans le trouble. Ok. Oui, excuse-moi Simon pour je voulais juste valider. Je pense qu'on va peut-être, si ça te va, y aller avec les questions du public, peut-être un petit 10 minutes de questions. Oui. Je vois la question dans le chat, est-ce qu'on va avoir accès à l'enregistrement de la diffusion? Oui, on va, la réunion est enregistrée, on va, si vous me laissez quelques jours, après la semaine, on va pouvoir vous partager ça. Donc, pour les questions, première question serait, c'est quoi la quantité normale ou souhaitable par personne qu'on produirait en volume ou en grosseur de poubelle? Ouf, oh, ça, c'est beaucoup trop. En fait, ce que j'essaie d'amener, puis c'est ce que j'essaie dans l'espace public, c'est plutôt une approche. Parce que la GMR, la question va dans le sens d'un expert technique qui va avoir des données sur le système. Moi, j'essaie d'avoir une approche critique, sociale, philosophique du déchet. Donc, des fois, effectivement, je donne des chiffres là, par moment, mais ces chiffres-là, trop spécifiques, j'avoue que ça dépasse ma compétence. Moi, j'ai envie de dire, il faut toujours décroître, mais, mais je n'aurais pas de chiffre optimal. Je pense à Jean-Marc Jancovici, un penseur qui a dit 4 vols d'avion par vie. Ce serait ce qu'il nous faudrait pour avoir une empreinte carbone suffisante. Mais c'est des trucs qui se mesurent tellement difficilement. C'est difficile. Fait que j'aime mieux avoir des postures d'idées. Fruganist, c'en est une. Puis surtout d'être à l'aise avec ce qu'on peut faire. Puis ça, vraiment, c'est l'intervenant social en moi. C'est-à-dire, pour pas vivre de dissonance cognitive, c'est qu'est-ce que je fais à mon niveau, c'est-à-dire dans ma région, que je peux porter comme action, qui fait du sens, qui me coûte pas trop, c'est-à-dire qui me rend pas malheureux par l'action, qui me coûte pas trop socialement et économiquement. Déjà, ça, c'est beaucoup. Sans avoir à nécessairement, je crois, le mesurer, mais qui participe d'un changement. Mhm. Fait que, toi, dans le fond, tu nous invites plus à changer de logique qu'à Oui. avoir ouais, je comprends. Et voilà. Peut-être pour une autre question, on va ailleurs, mais il y a quelqu'un qui se demande comment tu gères la frustration ou qui vient avec la réalisation de cette surconsommation au jour le jour. Qu'est-ce qui fait que tu fais encore cette job-là? Puis j'ai peut-être envie d'élargir même la question. On parle de frustration, mais peut-être les émotions que ton travail suscite chez toi ou ce que tu vois au travail. Euh, au Québec, moi, lorsque j'ai commencé comme vidangeur, ce qu'on te dit, c'est tu fermes ta gueule et tu ramasses. C'est ça la formation de base. Alors, n'être que fonction dans un système, c'est possible. Et à la limite, moi, ça me fait du bien. Dans le sens que lorsque je ramasse, j'ai parlé de 70 000 tonnes en 20 ans, c'est pas mes tonnes. C'est nos tonnes, c'est surtout vos tonnes. En ce sens-là, moi, je peux me déresponsabiliser complètement. Et au contraire, ce que je réussis à faire, c'est-à-dire collecter beaucoup de biens,
C'est un peu ma façon de donner du sens dans ce que je ramasse, mais moi, je ne veux pas prendre la charge de tout ce tonnage-là. Il faut aller voir la Chenet, site d'enfouissement le plus gros au Québec. C'est pas mes tonnes à moi, là. C'est nos tonnes. Puis je crois que c'est nous, collectivement, qui devraient être très mal à l'aise. Puis en plus, les sites d'enfouissement sont souvent en région et c'est pas pour rien. Parce qu'à Montréal, il y a eu un travail de faire disparaître tous les sites d'enfouissement et incinérateurs parce qu'on a voulu que les Montréalais qui produisent le plus de déchets parce qu'ils sont le plus nombreux soient éloignés de leur production de déchets. Donc, moi, l'avantage, j'essaie justement d'en avoir développé un discours critique. J'apprécie le temps que j'ai pour pouvoir le développer, le partager, puis ça aussi, ça me permet de faire sens devant tout le bordel dans lequel on est intriqué. Mais non, je réussis très bien à, c'est ça, comme je disais, là, pour pas vivre de dissonance, c'est d'essayer d'aller chercher les degrés de liberté et d'action qu'on peut à notre niveau. Moi, je peux pas changer le système complet par moi-même. Je peux pas, moi, si je ramasse 40 tonnes dans une journée, je peux pas par moi-même en détourner 20 tonnes. Ou même 25. C'est que si je réussis à en détourner 200-300 livres, c'est déjà très bien. Mais pour vous dire, la dissonance cognitive, c'est quoi? Même si je viens de jeter 20 tonnes de compost et de matière recyclable, je vais ramener mon lunch à la maison de matière recyclable. Mais effectivement, il n'y a pas de système parfait. L'important, c'est d'être quand même à l'aise dans nos actions, surtout à l'aise dans nos actions pour pouvoir continuer à le faire. Parce qu'effectivement, ce que je dis est quand même plutôt désabusant, mais je crois qu'on peut, si on est bien dans ce qu'on fait, s'ancrer sur ce qui est positif et ce qui participe d'un changement. Merci beaucoup, c'est super intéressant. Euh, Autre question. Selon vous, selon toi, est-ce que les produits en bon état, les invendus, euh, les biens qui sont neufs mais qui ont seulement un changement de propriétaire, qui ont bon état sans être modifiés? Ok, excuse-moi, je vais reprendre la question. Selon toi, est-ce que les produits en bon état dirigés au réemploi via les friperies, par exemple, entrent dans la définition de matière résiduelle ou de déchets? Si ça va dans une friperie, Oui, c'est ça qui sont comme ouais. détournés, de ce que je comprends dans la question, là, qui sont détournés, euh, c'est ça, qui sont dirigés vers du réemploi. J'imagine la friperie, ça peut être un exemple, mais il pourrait en avoir d'autres, là. Ben, tant que ça ne rentre pas dans le troc, ça ne sera pas comptabilisé. Ouais. Ceci étant dit, c'est vraiment troublant parce que j'en profite pour. Parce que moi c'est vraiment une expérience terrain, philosophique. Encore une fois, pour ce qui est de la comptabilisation des données, il faudrait plus parler à quelqu'un comme Karel, Karel Ménard, Grégory Pratt, Amélie Côté. Mais moi, ce que je sais, c'est comme vidangeur, j'ai souvent été demandé par des centres de dons d'amener mon troc pour vider le centre de dons, une partie du centre de dons, et même payer chèrement. C'est-à-dire, le centre de dons déborde tellement que un des administrateurs vient, nous donne 200 pièces de type pour vider. Là. Dans le sens que l'éco-citoyen, ça va être effectivement de mettre dans un bac à recyclage et ultimement, ça va être d'amener dans un centre de dons, mais d'amener dans un centre de dons dans la même inconscience qu'on a du geste. C'est-à-dire, on va amener dans un centre de dons un peu comme un défouloir. On n'amènera pas dans l'idée que ça peut être réellement réemployé, réutilisé, réparé. Les gens vont vraiment utiliser ça, j'ai l'impression, comme vraiment des défouloir, c'est-à-dire, écoute, je sais pas où ce que ça va, je veux pas vraiment que ça aille chez nous, mon bac déborde, j'amène ça. Et les centres de dons commencent vraiment à fermer leurs portes, mettre des caméras et avoir vraiment beaucoup de coûts de gestion à gérer eux-mêmes les déchets. Puis ça, pour moi, ça participe. Parce qu'en fait, lorsque tu poses des questions sur la GMR, parce que la ville va dire aller à un centre de dons, c'est quand même dans travers le système, c'est quand même une passoire, c'est-à-dire c'est un système avec plein de trous. Puis à chaque trou, je trouve qu'il faut juste poser des questions. C'est quoi la finalité? Moi, si j'amène mon truc, c'est quoi la finalité? Je veux la savoir. Puis lorsque tu réalises en fait que la question est pas claire, la réponse est pas claire, pardon, mais là, ça te donne envie nécessairement de déconsommer. Parce que tu dis, OK, c'est peut-être parce que j'en ai trop, puis qu'ils sont pas capables de gérer. Puis d'ailleurs, le directeur de Renaissance vient de sortir pour dire précisément ça, là, qu'il y a trop de vêtements qu'on ne réussit pas à les gérer convenablement. Puis finalement, ça va peut-être être envoyé au final au Ghana. Puis même moi, pour parler à Reciborg, parler à des compagnies comme InfoRecycle à Saint-Eustache, ils ont tellement de matériel informatique qu'il y a des gens qui habitent au Québec, qui ont des containers prêts au port, puis qui le chargent de biens pour les exporter outre-mer. Et ça, moi, je me demande c'est comptabilisé où. Sincèrement. Je demanderais à un expert, là, il faudrait peut-être, moi je pense à Sophie Bernard à Polytechnique, mais moi j'ai l'impression quand même qu'il y a il y a des trucs qui nécessitent qu'on se pose des questions. Mhm. Euh,
J'ai le goût de te relancer là-dessus, mais je vois le temps qui passe, puis je pense qu'il nous reste 3 questions, je crois, en ce moment, puis je vais peut-être essayer de les passer. Je vais nous arrêter à 55 pour la période de questions, là, mais ouais, je continue. En ville, il y a eu des poubelles communautaires en été pour aider avec les collectes aux 2 semaines. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives similaires? Euh, ouais, la collecte aux 2 semaines, les différentes façons de procéder, qu'est-ce que tu en penses? Euh, mais déjà, moi, j'aurais peut-être été par phase, là, c'est-à-dire l'espacement des collectes, il y a beaucoup d'endroits où c'est du 1 2 logements que ça ferait à peu près aucune différence. Euh, il y a aussi, je pense, une méconnaissance de notre façon de gérer nos déchets au Québec par les nouveaux arrivants. À la Croix-Rouge canadienne, j'ai fait l'accueil des demandeurs d'asile, puis effectivement, il y a des pays où il n'y a aucune voie de collecte sélective. Alors, je comprends qu'ils ne comprennent rien, on ne leur apprend pas. Et puis, effectivement, lorsque c'est dans du multilogement, ça fait un mix. Donc, puis le gros problème du multilogement, vu qu'il manque d'espace, je pense que. Puis la gestion écologique des déchets, là, c'est de demander aux intervenants comment on diminue notre quantité de déchets. Puis, si le multilogement, on informe le propriétaire que c'est un propriétaire qui répond ou un concierge, parce qu'il y a vraiment une grande disparité hein. Dans le multilogement, si un concierge s'occupe bien des déchets et un qui s'en occupe pas bien, c'est deux mondes. La salubrité des lieux va être complètement différente. C'est-à-dire, pour moi, le propriétaire peut jouer le rôle d'intervenant pivot. Je comprends que c'est pas ses déchets, mais la gestion des espaces est à sa charge. Alors, il pourrait, par exemple, dire à la municipalité qui fait de l'espacement, il faut que tu me dédies un espace pour que je mette mes déchets. De l'ordre des Ormeaux, là où c'est densément peuplé, pas le quartier que j'ai montré dans la vidéo, ils ont des ronds-points où les gens amènent leurs déchets. Parce qu'effectivement, la ville a mis à la charge des quartiers densément peuplés un endroit où amener leurs déchets. Fait que ça aurait été possible de l'imaginer, il me semble ça. Puis ça, parce qu'on dédie des places de stationnement pour plein de trucs. On essaie, je sais que le stationnement est quand même aussi une problématique à Montréal, mais de bien gérer nos déchets en devient un parce que le mobilier urbain n'a jamais été conçu comme tel. Je pense aux pistes cyclables notamment. Je sais que les nouveaux complexes de condos vont intégrer une salle de déchets, mais une fois que tu l'intègres comment? Qu'est-ce que tu mets? Qu'est-ce que tu rends possible? Mais tout est là. Parce que ça, c'est Blandine Chamou, l'experte dont je parlais, qui disait que dans la pratique de jeter, il y a un apprentissage. Fait que autant chez les citoyens, en collaboration avec le promoteur immobilier, avec les municipalités, on devrait essayer de concevoir ensemble qu'est-ce qu'on est prêt à faire dans la gestion des déchets pour décroître, pour diminuer en tout cas la quantité d'ordures, puis même à terme, la quantité de déchets qu'on amène, parce qu'il faut comprendre que Veolia, c'est une belle solution. Veolia, c'est le centre qui s'est fait à Ville-Saint-Laurent. Mais pour avoir parlé au directeur, Veolia nécessite un apport constant en compost, sinon le site est déficitaire. Donc, si là, tu fais une alternative, un pas de côté, tu mets des jardins communautaires, t'en implémentes un peu partout, ben, ça pourrait théoriquement faire compétition contre le système de la GMR. Alors, on est toujours dans un équilibre à trouver où il faut, je crois, sortir d'une dépendance envers ces grandes entreprises-là qui vont éventuellement pouvoir monter les coûts un peu comme elles le veulent. Euh, quand même, comme je dis, sur le côté, développer des trucs, comme on a dit, des endroits où on peut déposer les déchets sans que ça soit des déchetteries sauvages en cas d'espacement, des jardins communautaires, si on met la collecte aux semaines, j'ai manqué ma journée où j'ai mis mon bac de compost, je peux au moins aller le porter dans un jardin communautaire. Mais bref, moi j'ai l'impression, on parle beaucoup d'innovation, là, mais dans ça, dans le deuxième ère, il y a beaucoup de choses qui restent à innover. Je te lance peut-être une. Bon, c'est parfait, ça nous amène vers la conclusion. Dernière question. Par quel moyen peut-on rester informé sur tes conférences offertes en personne pour te suivre pour d'autres événements auxquels tu participerais, des conférences que tu donnerais? J'ai une page Facebook d'auteur où Ok. sinon, c'est de suivre Lux Éditeur, qui est ma maison d'édition. On pourra envoyer les liens aux participants. Je vais nous amener vers la conclusion. Ben, premièrement, merci beaucoup, Simon, d'avoir passé cette heure-là avec nous. C'est vraiment très apprécié, puis ça a été super enrichissant. Merci aussi à toutes les personnes qui ont participé à l'activité, qui ont alimenté avec les questions. Je rappelle quelques petits rappels en terminant. Simon, il y a ton livre. Mon Dieu, j'ai un blanc. Je suis désolé. Ordure, merci, Journal d'un vidangeur, désolé. Et là, c'est pas grave. Euh, Tu publies aussi une fois par mois une chronique dans Feu vert, où tu abordes des thématiques qui sont semblables à celles qu'on a abordées aujourd'hui, entre autres. Puis Simon voulait aussi pour les participants, voulait aussi vous indiquer qu'il est tout à fait à l'aise de partager des sources
qui a mentionné durant la conférence, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des questions à cet effet-là. On a dans le chat, on a mis un lien je vois pour la page Facebook de Simon. Je vous rappelle aussi qu'on a un autre événement ce soir. Si vous avez apprécié le webinaire avec Simon, une projection du documentaire La richesse des ordures qui va être suivie d'une discussion avec le réalisateur. Simon est un des principaux intervenants dans le cadre de ce documentaire-là. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Ça va être à Montréal aujourd'hui à 19h30. C'est gratuit. Donc, je pense que c'est tout. Simon, je te laisserai si tu as un mot de la fin. Puis sinon, je souhaiterais une bonne semaine québécoise de réduction des déchets à tout le monde. Bien, j'ai pas eu la chance de voir attentivement tous les commentaires, là, mais je voyais des super bons commentaires. Là, si même j'ai la chance, là, si tu as la chance de les partager, je serais quand même curieux parce que, bref, je vois que le déchet a quand même été réfléchi parmi nos participants. Merci aussi pour les bons mots. Là. J'ai vu plein de très, très bons commentaires à mon endroit. J'apprécie. C'est très apprécié. Puis c'est vraiment une chance et une opportunité d'être ici. Puis merci de me l'avoir donné. Ben, merci à toi, puis je vais voir ce qu'on peut faire pour les commentaires, puis si c'est possible, on va s'assurer de te les faire parvenir. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci encore Simon et bonne journée, bonne semaine québécoise de réduction des déchets. Bonne journée. À la prochaine.